Il y a 2 semaines, la Grande-Bretagne a déroulé le tapis rouge. Le Premier ministre Keir Starmer a accueilli les principaux dirigeants de l'UE, Ursula von der Leyen et Antonio Costa, pour le premier sommet Royaume-Uni-UE depuis le Brexit. Les discussions ont duré jusqu'à tard la nuit, essayant de conclure des accords sur tout. La pêche, les contrôles aux frontières, la défense, le climat et même la mobilité des jeunes. Alors, que contient réellement cet accord ? Qui est content et qui est furieux ? Et cet accord est-il vraiment positif ? Analysons. Cet accord ouvre beaucoup de sujets différents. Commençons avec la pêche. Avant le Brexit, les bateaux de l'UE pouvaient pêcher dans les eaux britanniques et les bateaux britanniques dans les eaux européennes. Tout cela s'inscrivait dans un système commun avec des quotas stricts pour éviter la surpêche. Mais tout ça a changé après le Brexit. En 2020, l'UE a accepté de réduire progressivement de 25% sa part des captures dans les eaux britanniques, le Royaume-Uni ayant la possibilité de les exclure complètement d'ici 2026. Et maintenant, ce n'est plus le cas. En vertu de ce nouvel accord, les bateaux de l'UE peuvent continuer à pêcher dans les eaux britanniques jusqu'en 2038, mais la réduction de 25% restera. Et même si la pêche ne représente qu'environ 0,04% de l'économie britannique, elle reste un sujet politiquement très sensible, en particulier dans les zones côtières et rurales où elle est considérée comme une question de souveraineté nationale. Ensuite, la nourriture. Et cette partie ressemble un peu comme un échange. L'UE a provisoirement accepté de simplifier les contrôles sur les produits agricoles et notamment les marchandises alimentaires et les animaux vivants. Concrètement, cela signifie moins de contrôles de routine aux frontières pour les produits comme la viande, les produits laitiers et les végétaux circulant entre le Royaume-Uni et l'UE. Et cela est très important. Rien qu'en 2023, le Royaume-Uni a exporté 14 milliards de livres sterling de produits alimentaires vers l'UE, soit plus de la moitié des exportations mondiales du secteur. En échange, le Royaume-Uni devrait se conformer aux futures règles alimentaires de l'UE. En cas de désaccord, il sera pris en main par la Cour de justice de l'Union européenne, une décision qui ne plaira probablement pas aux Brexiteurs. Mais l'accord n'est pas encore conclu. La communiqué officielle de l'UE indique seulement que les 2 parties essayent d'arriver à un accord, ce qui signifie que ce point est encore en négociation. Nous allons donc le placer dans une nouvelle catégorie, en négociation. Et troisièmement, nous avons le partenariat pour la sécurité et la défense. Pour être honnête, tout cela est un peu vague. La déclaration officielle décrit ce nouveau partenariat comme un cadre de dialogue et de coopération, ce qui ressemble plus à une promesse de dialogue qu'à un plan d'action. L'idée, c'est de renforcer la coordination entre l'UE et le Royaume-Uni sur des sujets tels que le soutien à l'Ukraine et tout un ensemble d'autres efforts en termes de défense listés à l'écran. Un détail intéressant, le Royaume-Uni et l'UE souhaiteraient explorer rapidement les moyens permettant aux entreprises de défense britanniques de rejoindre les fonds de défense de l'UE dotés de 150 milliards d'euros appelés SAFE. Il s'agit d'un système de prêt permettant aux pays de l'UE d'acheter du matériel militaire et potentiellement même des armes fabriquées au Royaume-Uni. Mais pour l'instant, il ne s'agit simplement d'une discussion et pas d'un accord signé. Donc cela va dans la colonne négociation. Pour être honnête, seules 2 parties de l'accord sont actuellement pleinement approuvées. La pêche et le nouveau partenariat pour la sécurité et la défense. La simplification des contrôles alimentaires semble proche, mais elle doit encore être approuvée. En plus, le document officiel mentionne de nombreuses autres idées, mais elles sont un peu vagues, à moitié formulées ou encore en suspens. Premièrement, les e-gates. Les Britanniques pourraient à nouveau les utiliser dans certains aéroports de l'UE, mais le texte mentionne seulement utilisation potentielle ou appropriée. Nous ne savons donc pas où, ni quand, ni même si cela se produira. Ensuite, il y a la mobilité des jeunes. L'idée est de permettre aux jeunes de vivre, de travailler et d'étudier plus facilement entre le Royaume-Uni et l'UE. Cela semble prometteur, mais il manque encore de détails. Il mentionne aussi la possibilité de partager de l'information sur le crime, la drogue et le terrorisme. Mais c'est léger en détail et il n'y a aucun signe de véritable discussion en cours. Il s'agit donc probablement d'un espace réservé que d'un véritable plan, alors créons une nouvelle colonne d'exploration. Et enfin, on parle généralement d'augmenter la coopération sur des sujets comme la migration irrégulière et la sécurité maritime. Mais ici, il n'y a pas d'accord concret, mais plutôt un dialogue plus ouvert. Pour nous, cela figurait dans une nouvelle rubrique, plus de coopération. Il y a beaucoup plus de sujets qui ont été discutés, et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons tout classé par colonne selon la proximité d'un accord réel. Certains points sont convenus, d'autres sont en cours de négociation. D'autres restent des idées vagues. La plupart de ces points seront probablement réglés dans les mois et les années à venir, lors de sommets réguliers de haut niveau entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui, soit dit en passant, semblent faire partie de l'accord. On peut donc aussi ajouter cela dans la colonne des acquis. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Ce n'est pas exactement un accord révolutionnaire. Mais avant de passer à mon avis, voyons un peu les réactions.
Au Royaume-Uni, Keir Starmer affirme que c'est une grande victoire. Il a publié une liste en 10 points sur X, assurant que cela fera briser les prix alimentaires, réduira les factures d'énergie, sauvera des emplois et renforcera la sécurité. Mais les critiques n'ont pas été convaincus. La chef de l'opposition conservatrice, Kemi Badenoch, a mis en garde contre le risque que le Royaume-Uni redevienne un simple preneur de règles, s'inquiétant notamment du maintien des bateaux européens dans les eaux britanniques. De son côté, Nigel Farage, du parti Reform UK, a sombré dans l'apocalyptique, qualifiant cet accord de fin de l'industrie de la pêche. Pendant ce temps, le chef des libéraux-démocrates, Ed Davey, a tourné en dérision les critiques, affirmant qu'ils vivent dans le passé et que le pays, lui, est passé à autre chose. Dans l'Union européenne, les dirigeants européens considèrent cet accord comme un tournant positif. Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont salué le ton plus coopératif adopté par le Royaume-Uni, mettant en avant une volonté de se concentrer sur des intérêts communs comme le commerce, le climat et la sécurité. C'est perçu comme une occasion de reconstruire la confiance après des années de tensions liées au Brexit. Et voici ce que j'en pense. Commençons par les points positifs. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se reparlent enfin. Rien que ça, c'est une victoire. Et un accord formel sur la défense et la sécurité, c'est important. On doit faire plus ensemble pour défendre notre continent. Mais voilà le problème. Cet accord n'est pas une révolution. Loin de là. Et ça ne poserait pas de soucis si on voyait clairement que ce n'est qu'une première étape vers une vision plus ambitieuse à long terme. Mais il n'y a aucun vrai signe en ce sens. Ce qu'il manque, c'est de l'ambition. Il nous faut une véritable feuille de route économique, une qui permette au Royaume-Uni et à l'UE de commencer à nouveau de manière fluide, sans barrière. Cela pourrait passer par une union douanière, certains aspects du marché unique ou un modèle du type AELE, quelque chose qui respecte les lignes rouges du Parti travailliste, tout en permettant de réellement avancer. On a d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, le lien est juste au-dessus si ça vous intéresse. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas se fixer aussi comme objectif à long terme d'intégrer les Balkans occidentaux et l'Ukraine au marché unique ? Ce serait bien plus bénéfique pour nos économies que le plan signé aujourd'hui. Et même chose pour la défense. Oui, on a un pacte. Très bien. Mais quelle est la finalité ? Pourquoi ne parle-t-on pas d'avoir concrètement des troupes britanniques, turques et allemandes stationnées ensemble dans les pays baltes pour une dissuasion réelle ? Et on ne parle même pas de la dissuasion nucléaire. Et pourquoi aucun plan d'intégration de l'Ukraine dans une future structure européenne de défense ? Tout cela pourrait s'inscrire dans une histoire plus large d'autonomie et d'indépendance européenne, surtout maintenant avec la guerre en Ukraine qui continue et Trump de retour à la Maison-Blanche. Mais à la place, les deux camps sont encore en train de se chamailler sur la pêche. Ce n'est pas la pêche qui va façonner l'avenir de l'Europe. Bref, voilà mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de l'accord dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. Et si vous aimez vraiment ce que nous faisons, pensez à rejoindre la chaîne. En devenant membre, vous aurez accès à des avantages exclusifs, comme voir votre nom mentionné à la fin de la vidéo, ou même le pouvoir de voter quel sujet faire dans nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien fidèle et à bientôt.